Bonjour, internaute de passage. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo essai qui parlera d'art et d'intelligence artificielle. Je m'excuse par avance pour la qualité de l'audio, je ne suis pas youtubeuse. Je suis simplement une internaute lambda avec quelques références en la matière, qui me donne envie de partager avec vous quelques éléments qui, je l'espère, vous permettront de forger votre propre opinion sur le sujet, dans une époque où certains artistes craignent pour leur avenir, et où les intelligences artificielles écrivent des livres entiers ou gagnent des concours d'art. Laissez-moi d'abord vous parler de mes références. J'ai plusieurs diplômes liés à l'intelligence artificielle, la recherche et l'ingénierie informatique. Mais parmi mes passions, compte aussi l'art, et pour beaucoup, j'ai passé mon enfance dans les musées parisiens. J'apprécie autant le classique que les œuvres plus modernes ou expérimentales. Je me suis intéressée aux arts classiques tels la peinture et la sculpture, mais aussi au cinéma, aux arts vidéoludiques, la mode, le costume et le maquillage, la danse et l'art du spectacle, et la musique entre autres choses. Sur mon temps libre, il m'arrive aussi d'expérimenter, soit pour moi, soit pour mes proches. Dans le cadre de mes études, j'ai également dû beaucoup voyager. Et, sur place, mes cercles sociaux ont toujours été des artistes locaux, qu'ils soient là encore peintres, musiciens, réalisateurs, etc. Avec ces derniers, j'ai beaucoup échangé sur des sujets tels que l'art dans la science. C'est forte de ces expériences que j'aimerais vous partager certaines des choses que j'ai pu apprendre. Puisque cette vidéo parle d'art, c'est dans ces règles que je vais la conduire. Cela signifie démarrer par vous communiquer tout ce que, à mon sens, vous devez savoir et comprendre sur l'intelligence artificielle, dans l'optique d'avoir un avis éclairé sur le sujet. Plutôt que de vous raconter l'histoire de l'intelligence artificielle, telle que vous pourriez la lire dans de nombreuses ressources déjà disponibles, j'aimerais discuter avec vous de pourquoi l'intelligence artificielle, pourquoi on la développe et d'où vient cette idée. On a peut-être parfois tendance à l'oublier, mais l'homme est-il un animal? Vous avez sans doute pu l'observer, les animaux sont plutôt feignants. À les en nourrir certains, vous verrez qu'ils préfèrent la facilité de la nourriture offerte à la difficulté de devoir s'en procurer par eux-mêmes, en général. Nous ne sommes pas différents par nature, nous préférons œuvrer pour avoir une vie plus simple. C'est bien pour cela que nous sommes entourés d'ascenseurs et de distributeurs automatiques. Depuis l'époque de la pierre taillée, nous cherchons à construire des outils qui aident à avoir une vie plus facile, dans de nombreux domaines. La nourriture, le déplacement, la communication et tant d'autres. Certains des premiers théorèmes de géométrie mis au point par les Grecs, comme le théorème de Pythagore, ont été probablement mis au point afin de résoudre des problèmes topographiques, comme des calculs d'air. L'utilité des outils mathématiques fait d'ailleurs rarement débat hors des salles de classe immergées des lassitudes des étudiants écrasés sous le poids de leurs apprentissages. Même les plus virulents technophobes ne nient pas l'utilité de l'addition utilisée par les caisses enregistreuses des supermarchés. Malheureusement, certains problèmes ne peuvent pas être résolus par une opération linéaire simple de type A plus B plus C. Même pour des problèmes simples et parfois difficilement solvables pour un humain. Encore une fois, on se situe dans des cas de figure où peu de gens iront critiquer le recours, et donc la création, d'outils automatiques de résolution. Par exemple, parmi les problèmes les plus connus de ce type, on trouve les problèmes d'optimisation. Vous avez par exemple un nombre de ressources comme 12 tonneaux de vin, 57 foie gras, 420 tomes de Savoie et 784 nougats. Et vous voulez faire un maximum de profit en exportant tout cela vers les Indes, par exemple. Sauf que la place allouée dans le navire de transport est limitée, et chaque ressource a une taille différente, et une marge à la revente différente. Vous cherchez à savoir comment remplir au mieux votre espace pour faire un maximum de profit. Je vous le dis directement afin de vous épargner la migraine, en fonction des marges des tailles, le problème a de grandes chances de ne pas être résolvable par un calcul. Il faut proposer une combinaison, par exemple 5 tonneaux et 13 foie gras, et changer des éléments en améliorant à chaque fois la somme gagnée, jusqu'à ce que nous ne puissions plus améliorer cette somme.
sans rentrer dans les détails au risque de transformer cette vidéo en cours d'enseignement supérieur. Peut-être changer 2 foie gras par 7 tomes est meilleur, puis un tonneau par 200 nougats est encore meilleur, et ainsi de suite, jusqu'à ce que chaque changement possible ne fasse plus que baisser ce que l'on gagnera à la revente. Un algorithme, c'est un ensemble fini d'opérations. Cela permet de résoudre ce problème. On lui dira, tant que le résultat obtenu est meilleur que le précédent, on permute des objets, puis on recalcule la marge obtenue. Grâce à la machine, nous avons le meilleur conseil possible et rapidement. C'est fort heureux, car c'est grâce à l'automatisation des analyses qu'Alan Turing a pu permettre de déchiffrer les messages allemands de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a eu un impact énorme sur la victoire alliée. Si vous le pouvez, gardez le nom de Turing dans un coin de votre tête. Il réapparaîtra plus tard dans cette vidéo. En attendant, nous étions à un point où les algorithmes permettaient de résoudre des problèmes logiques, mais pas tellement plus. Or, avant de supposer que c'était suffisant, imaginons qu'une fois votre cargaison arrivée aux Indes, le foie gras ne se vend pas tant que cela, les locaux étant majoritairement végétariens. La tome non plus, et réside de vendre des produits ayant mis à profit les vaches sacrées. C'est d'ailleurs pire que cela. Vendre de la tome provoque des appels au boycott et fait baisser la vente des autres produits chez les locaux. Mais les expatriés, eux, sont en demande. Vous voulez donc connaître le pourcentage de votre cargaison qui sera vendue sur place une fois arrivée. Vous collectez des informations. Combien de pourcentage de chance j'ai de vendre toute ma tome aux expatriés? Mon foie gras? Quelle est la chance que j'ai que la vente de tomes réduise la vente de vin chez les locaux? Et d'ailleurs, quel est le pourcentage de vente de vin chez ces mêmes locaux, à la base? Tout ceci compose un modèle statistique que vous avez vous-même créé à partir de ce que vous avez identifié. Je vais vous montrer à quoi cela ressemble pour que vous compreniez bien. Cet exemple n'est pas d'une complexité extrême, néanmoins, si l'on a une aversion pour les statistiques, il peut être indigeste. Dans ce cas, pas de panique. Ce qui compte, c'est de bien comprendre l'idée générale, qui est de convertir en coefficient ce que l'on a pu observer, afin de déterminer un système d'équations qui peut permettre de prédire les ventes. Ainsi, si votre meilleure combinaison de cargaison était 2 tonneaux, 5 foie gras, 10 tomes et 50 nougats, qui devaient vous rapporter 30 000 anciens francs, mais que vous n'en vendez que 45%, finalement, il aurait mieux fallu partir avec 3 tonneaux et 75 nougats, vendus 20 000 anciens francs, mais écoulés à 80%. Si cela vous intéresse, dans le premier cas, vous empochez 13 500 anciens francs, contre 16 000 dans le deuxième. Or, grâce à votre modèle statistique, vous pouviez prévoir en amont le pourcentage de vente de votre cargaison. Si le vin se vend à 80%, le nougat aussi, le foie gras à 10% et la tome à 0% chez les locaux, le vin à 80%, le nougat aussi, le foie gras à 90% et la tome à 95% chez les expatriés, et que les locaux représentent 60% de vos clients, le boycott du foie gras qui a 85% de chances d'arriver fait chuter les ventes de vin à 10% chez les locaux, le nougat à 3%, alors, si vous partez avec 2 tonneaux, ce qui représente 80% de votre cargaison, 5 foie gras, ce qui en fait 4%, 75 nougats et 10 tomes chacun représentant 8%, alors, vos tonneaux qui sont vendus à 80%, les 40% à destination des expatriés, mais risquent à 85% de n'être vendus qu'à 10%, alors le pourcentage estimé de vente de vos tonneaux est de 44,3%. En ce qui concerne le foie gras, 42%, la tome, 38%, et enfin le nougat à 44,73%. Alors, on peut prédire autour de 43,7384% la vente totale de votre cargaison. Conduire une analyse comme celle-ci est long, difficile et imprécis. Il faut déterminer les liens de corrélation. Par exemple, la vente de tomes est corrélée avec la baisse des ventes de vin. Déterminer les coefficients. 80% de ventes de nougat chez les locaux, 3% en boycott, etc. C'est une étude statistique à part entière qui repose sur la connaissance et la fiabilité humaine.
L'idée de ce qu'on appelle un réseau de neurones, c'est de créer un modèle statistique qui va trouver lui-même ses propres coefficients, afin d'être très précis et d'éviter les biais de connaissance. Concrètement, c'est un système avec plein de coefficients, représentant par exemple le lien entre la vente de tomes et de nougat, vente de vin et de nougat, vente de vin chez les locaux, etc., auquel on va d'abord donner des valeurs aléatoires. Puis, on va calculer avec ce modèle, pour l'instant aléatoire, notre pourcentage de vente. Évidemment, il y a de grandes chances que ce soit très loin de la réalité. Mais on connaît cette réalité, puisque l'on a déjà envoyé cette cargaison et que l'on sait qu'elle s'est écoulée à 45%. On va donc demander au modèle de rectifier seul ces facteurs, pour approcher 45%. Puis, on va lui présenter la seconde cargaison, elle vendue à 80%, et calculer le pourcentage de vente avec les coefficients actuels. Là encore, la réponse sera sûrement loin du compte, car les facteurs sont seulement paramétrés pour donner 45% avec la première cargaison. Mais encore une fois, on va lui donner le résultat et lui demander de corriger encore ces facteurs, pour trouver un modèle qui permette d'être plus proche possible de 45% avec la première combinaison et plus proche possible de 80% avec la seconde. Et ainsi de suite. On va lui présenter plein de combinaisons avec leurs résultats en termes de vente, afin d'affiner toujours plus ces facteurs. Si deux valeurs ne sont pas corrélées, comme la vente de vin et le nougat, le facteur dans le modèle qui représente ce paramètre se mettra de lui-même à 0. Pour que cela marche, il faut le plus grand nombre possible de cas de figure, afin d'éviter les biais, comme une trop grande importance donnée à une mauvaise vente à cause d'une épidémie de gastro par exemple. Grâce à cette méthode, on peut facilement conduire des analyses bien plus poussées. On peut par exemple rajouter des variables qui indiquent si l'on est en été ou en hiver, si le pays est en guerre ou non, afin de prédire encore plus finement les ventes. Plus on trouve de données, plus fine sera l'analyse. Nous avons vu comment fonctionne un réseau de neurones simple, mais à ce stade, nous sommes encore avec des valeurs numériques et des choses quantifiables, loin de la génération d'œuvres d'art. Mais courage, il ne reste qu'une étape dans mon plan avant d'y parvenir. J'espère que vous vous accrochez. Bon alors reprenons. Déjà, tout est traduisible numériquement. Les couleurs par exemple. Je peux donner 1 pour représenter du rouge, 2 pour du jaune, 3 pour du vert, etc. Avec du coup 2,5 qui représente un orange. Si je veux décrire une image, je peux la découper en carreaux via une grille et, comme à la bataille navale, donner un numéro à chaque case et une valeur qui en est la couleur dominante. Imaginons que je découpe mon image en 9 cases, j'ai donc 9 couleurs, comme j'avais tout à l'heure un nombre pour représenter les ventes de vin chez les locaux, un autre chez les expatriés, etc. Quittons les colonies de l'Empire britannique et revenons à des considérations plus modernes. Vous êtes maintenant agent des postes, et vous êtes fatigué de devoir trier où vont les lettres de vos collectes. Vous aimeriez tout mettre dans une machine qui trie les lettres par destination. Pour cela, vous créez une machine qui prend photo l'adresse et qui lit le code postal inscrit dans les cases des enveloppes. Sauf que voilà, comment faire reconnaître un 9, un 7 ou un 6 à un programme? Eh bien par le même procédé que pour vendre nos produits en Inde. Si l'on réfléchit comme cela, si un chiffre comporte un cercle, il y a de grandes chances qu'il s'agisse d'un 6, d'un 8, d'un 9 ou d'un 0. Si ce cercle est grand par rapport à la case, il s'agit probablement d'un 0. S'il est haut par rapport à la case, il s'agit probablement d'un 8 ou d'un 9. Sauf que bon, dire ce chiffre à un rond vers le haut plutôt que petit, c'est encore plus long que de dire directement c'est un 9. Cela ne nous aide pas. Mais on peut créer un niveau d'analyse supplémentaire. Si l'on découpe notre case en gris comme précédemment, pas besoin de la couleur. 1, la case est noircie, 0, elle ne l'est pas. Si la case A3 est noircie, et la B2, et la C1, et la D1, et la E2, et la F3, cela commence à ressembler à un arc de cercle, si les autres cases sont blanches. Mais ça marche aussi si A4, B3, C2, D2, E3, F4 sont noircis et pas les autres. En changeant ces facteurs,
Le réseau va donc apprendre à reconnaître tout type de cercles, de courbes, de lignes, et donc de chiffres, et sera capable de dire de quel chiffre il s'agit. Cette technique de reconnaissance avec plusieurs niveaux, entre parenthèses, un va reconnaître les détails, l'autre la globalité, mais on pourrait encore avoir un autre niveau avec le détail du détail, peut servir à reconnaître la présence d'une chaussure sur une image, qu'importe qu'elle soit à talons ou non, ou un visage sur une vidéo. Mais elle peut reconnaître des choses plus subjectives également. Par exemple, si je lui donne plein d'images représentant des personnes, en lui disant à chaque fois si je trouve une personne belle ou non, une fois qu'elle aura reconnu le nez, la bouche, etc., elle pourra effectuer des corrélations qui correspondront à mes goûts. Par exemple, j'aime les nez grecs, mais seulement quand ils sont dans un visage avec des traits plus doux, ou un nez plus rond, mais alors avec un visage rieur et des yeux très grands. Elle pourra donc prédire si je trouve une personne belle ou non. Maintenant, nous arrivons enfin à la génération, ce que d'aucuns appelleront création. Tout comme je peux entraîner mon réseau de neurones à donner un nombre qui indique un pourcentage de vente, ou de confiance qu'il y a une chaussure ou non sur la photo, ou encore l'identifiant de la personne qui apparaît sur la vidéo, je peux lui demander de me donner de nouvelles valeurs pour chacune des cases de ma grille photo d'entrée, et ainsi obtenir une nouvelle image. Je peux par exemple donner à mon réseau une liste de nombres qui représentent deux grilles, de deux images photo-portrait, et l'entraîner pour qu'il sache mettre le visage de la photo 2 à la place de celui de la photo 1, avec le même angle de vue et la même expression. Félicitations, nous avons créé un deepfake. De deep learning, la technique utilisée, est fake, car l'image obtenue n'est pas une représentation fidèle de la réalité. Avec cette technique, je peux mettre la tête d'un homme politique sur une photo représentant du contenu pour adultes, et ainsi induire en erreur mes compatriotes. Mais c'est un tout autre sujet. On peut donc apprendre à notre réseau à créer des choses de toutes pièces, avec comme entrée des instructions sur ce que l'on veut. Je veux la jeune fille à la perle, mais version photographique, avec une touche originale. Grâce aux énormes données qu'on a pu montrer au réseau en amont, il connaît la jeune fille à la perle. Il sait ce qu'est le réalisme et comment changer les cases du tableau pour le rendre réaliste. Il a même des exemples de contenu original qu'il peut adapter. On y est presque. Il ne reste plus qu'un seul problème. Le réseau de neurones n'est qu'un modèle statistique bête. Il ne sait pas du tout ce qu'il fait. Il se contente de faire des calculs et de proposer un résultat. Or, en fonction du calcul, ce résultat peut être complètement raté et ne ressembler à rien. Alors comment se fait-il que les résultats soient quasiment infaillibles? Vous souvenez-vous quand je disais que je pouvais entraîner un réseau à identifier quel visage était susceptible de me plaire ou non? Eh bien je peux également entraîner un pour dire si le résultat est satisfaisant pour un humain ou non. On a donc deux réseaux concurrents, un qui essaye de tromper l'autre et un qui essaye de le déjouer. Si le trompeur gagne, alors il y a de fortes chances que l'humain également soit trompé et trouve le résultat réel. On parle alors d'un terme que vous risquez souvent d'entendre dans le futur, un GAN, pour Generative Adversarial Network, ou réseau génératif adversaire en français. Évidemment, je ne prends là que l'exemple graphique, mais que cela fonctionne aussi pour d'autres choses, comme des sons ou des vidéos. Tout ce qui peut être encodé en somme, soit décrit via des nombres. Par exemple, une vidéo est une suite de nos grilles photos. J'en ai maintenant fini avec la partie scientifique, bien que très vulgarisée, flirtant avec la véracité. Je vais terminer par un questionnement un peu plus philosophique. Depuis le début de mes explications, je parle de réseau, mais je ne parle pas d'intelligence artificielle. Pourquoi cela? Alors même que ces réseaux font des choses que certaines personnes imaginent comme étant la propriété d'humains seulement. En réalité, le terme d'intelligence artificielle est flou. Il n'y a pas de définition précise. Dernièrement, on l'utilise surtout pour évoquer un système capable de remplacer un humain, sur une tâche de plus haut niveau de réflexion humain que la simple logique. En réalité, définir le terme d'intelligence artificielle demande d'abord de définir le terme d'intelligence.
Artificiel, c'est simple, créé par nous et non pas naturel. Mais l'intelligence, est-ce la propriété de l'homme? Ou est-ce que des animaux qui sont nos cousins comme les mammifères sont aussi intelligents? On sait qu'ils peuvent résoudre des problèmes de logique, qu'ils éprouvent des émotions, des liens d'attachement entre eux, etc. Et les autres animaux, les mouches par exemple, et les végétaux, dont on pense certains capables de ressentir une forme de douleur ou de communiquer entre eux par les racines. Tout ceci est très complexe et a donc fait l'objet d'une tentative de simplification. Une définition, ce n'est pas forcément décrire ce que c'est. Ce peut être décrire ce que cela n'est pas. Et c'est Turing, dont je vous avais parlé plus tôt, qui a fait le plus consensus avec sa définition. D'où le fait que l'on le considère souvent comme le paternel de l'intelligence artificielle. Selon lui, si un système est identifiable comme artificiel, alors il n'est pas assez performant pour être considéré comme une intelligence artificielle. Il donne donc l'exemple suivant. Si un être humain discute sur un ordinateur avec quelqu'un ou quelque chose dans une autre pièce, via une messagerie, si, peu importe le temps passé et le type de message, l'humain n'est jamais en capacité de déterminer s'il discute avec une machine ou avec une personne réelle, alors il s'agit bien d'une intelligence artificielle. Sauf que si vous avez suivi mes explications sur comment fonctionnent les réseaux de neurones actuels, il s'agit de modèles statistiques ultra complexes, avec un nombre absolument gigantesque de facteurs, capables d'estimer ce que ferait un humain dans cette situation. En somme, il ne réfléchit pas comme un humain, mais il sait copier, et a probablement déjà vu des cas de figure comme celui qu'il a face à lui, et est donc capable de copier l'humain. Donc, sous réserve qu'on lui ait tout donné à voir, il pourrait éventuellement passer le test de Turing. Mais plein de questions sont soulevées. Est-ce vraiment un succès ou une tricherie? Est-ce que le test de Turing, que l'on pensait infaillible, n'est finalement pas la bonne façon de décrire l'intelligence artificielle? Rappelons que Turing est décédé en 1952. Il n'a pas pu voir la direction que prenaient les recherches dans le domaine. Peut-être l'aurait-il actualisé aujourd'hui. Et enfin, se posent des questions cognitives. Pour créer, l'ordinateur recompose avec ce qu'il a déjà vu. Sommes-nous capables de mieux que ça? Ou alors, tout n'est que recomposition, dans nos cerveaux également? Ou bien peut-être, est-ce le cas, mais avec une projection que la machine n'a pas aujourd'hui? Par exemple, en me promenant, je vois un pneu, et cela m'inspire une robe. J'ai créé en m'inspirant de quelque chose qui existait déjà, mais peut-être pas dans la mode, alors que l'IA, elle, proposerait une robe en recomposant ce qu'elle connaît déjà de la mode, et ne viendrait pas à l'idée de représenter une robe pneu, à moins que je le lui demande. Crée-moi une robe inspirée d'un pneu. Et là, peut-être que sa recomposition serait meilleure que la mienne, car elle y ajouterait sa connaissance, ce que le réseau a appris des plus grands noms de la mode. Mais dans ce cas, à qui va le crédit? À moi, qui ai réellement eu l'idée originale, ou à l'IA, qui l'a matérialisée? Et ces questions sont déjà une entrée dans notre prochaine partie. Dans cette seconde partie de notre essai, je vais parler d'art, et en particulier de son histoire. À travers des réflexions philosophiques et des faits historiques, je tenterai de rectifier certaines des idées reçues que je rencontre souvent dans les critiques à l'encontre de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'art. Le but n'est pas de valider son utilisation, c'est à chacun qu'il revient de forger son opinion. Simplement, je souhaiterais que lorsque cette réflexion soit posée, elle le soit en tenant compte plus des faits et de concepts admis que de préjugés qui peuvent parfois intervenir. Définir l'art est considéré comme une étude philosophique. J'ai d'ailleurs moi-même étudié cette problématique lors de mon passage en terminale, car cette thématique fait bien partie du programme. La définition la plus simplistique de l'art que l'on peut trouver dans les dictionnaires ou dans les ressources spécialisées comme le site de l'IUSA est l'art regroupe les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public. De cette définition, il faut extraire deux composantes pour bien comprendre de quoi l'on parle. La première est la stimulation des sens, émotions et intellect humain,
Et la deuxième est le concept d'utilité. L'art est intrinsèquement lié à l'esthétique, du grec aesthesis, sensation. Il doit donc entrer en symbiose avec notre humanité, à savoir la spécificité de notre espèce par laquelle nos sens, émotions, intellect agissent en nous. De fait, est considéré comme artistique ce qui a pour visée cette interaction. Il se doit donc être inutile si l'on se réfère à la définition d'utile, qui est la satisfaction d'un besoin. Besoin dont je rappelle la définition, exigence née d'un sentiment de manque, de privation, de quelque chose qui est nécessaire à la vie organique, ce qui n'intègre donc pas la stimulation de notre humanité, bien qu'elle nous soit précieuse. Comme il s'agit d'une étude philosophique, ce qui n'est pas de mon domaine de compétence, il est de bon ton de terminer cette partie sur la définition de l'art avec 2 citations de définition d'art. Schopenhauer tout d'abord qui dit « L'art est contemplation des choses, indépendante du principe de raison, dans le monde comme volonté et comme représentation. » Et Heidegger « L'essence de l'art, c'est la vérité se mettant elle-même en œuvre, dans chemin qui ne mène nulle part. » Un autre sujet philosophique que je me dois d'aborder est « L'art doit-il être beau ?» Avant de rentrer dans des réflexions qui mettent en jeu des opinions individuelles, commençons comme toujours par ce qui doit mettre tout le monde d'accord, les faits. Étymologiquement, art vient du latin ars. Ars s'apparente à un savoir-faire, et en ce sens désigne une aptitude ou un talent en lien avec la technique. Je vais m'appuyer de façon très superficielle sur les travaux de Carole Talon-Hugon qui est philosophe. Ces réflexions sont d'un niveau technique assez élevé. Il se peut que ma tentative de vulgarisation soit imprécise sur l'aspect philosophique, mais ce sera plus le développement historique du concept d'art qui va m'intéresser ici. Autre disclaimer, cette analyse est très eurocentrée, avec un départ dans la civilisation gréco-romaine et son évolution en Europe, et plus tard en y ajoutant l'Amérique. Il y a plusieurs raisons à ce parti pris. Tout d'abord, mon manque de connaissance des arts africains, musulmans, persans, asiatiques, incas, mayas et autres, et surtout de la philosophie qui se cache derrière. Même dans l'optique où j'aurais cette connaissance, explorer tout ceci ici aurait été bien trop long, et un sujet en soi. Et enfin, on ne peut pas non plus nier que les éléments historiques tels que les guerres, les colonisations, ainsi qu'une certaine polarisation du monde, notamment en fin de XXe siècle, ont amené à une exportation des arts et de la philosophie associée européenne dans une partie du monde. J'ai moi-même pu le constater en visitant le musée des Beaux-Arts de Buenos Aires, regroupant nombre de toiles de maîtres européens. Rappelons d'ailleurs que le terme Beaux-Arts apparaît en Europe au XVIIIe siècle. Sans émettre de jugement, on peut donc s'interroger sur l'influence de la philosophie européenne en matière de conception de beauté et d'art pour des personnes issues d'autres cultures. Revenons-en aux travaux de Carole Talon-Hugon. Elle commence par identifier une période prémoderne, qui débute dans l'Antiquité, sourcée par les travaux de Platon, et qui s'achèvera au XVIe siècle. Durant cette longue période, la beauté existe en dehors de l'homme, c'est-à-dire que si aucun homme n'est là pour la constater, juger de cette beauté d'une chose, elle est tout de même belle. C'est donc une beauté objective, liée à la vérité. L'art, comme je le soulignais dans l'étude étymologique, est lié à la technique. On apprend à faire du beau, avec le dessin comme art d'excellence. Durant l'Antiquité d'ailleurs, on dissociait moins facilement l'art des mathématiques ou de la philosophie. On voyait un lien entre ces domaines. Puis vient le moment du basculement entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Avec celui-ci, la beauté reste centrale mais devient plus subjective. Le beau répond au goût de l'humain. C'est en s'embréchant dans ce relâchement de contraintes que plus tard Victor Hugo, dans la préface de Cromwell, va militer pour l'ouverture vers de nouveaux horizons. Explorer le difforme, le laid. Néanmoins, Hugo, dans ses descriptions textuelles de laideur, continue à faire intervenir une forme de beauté. Cela renvoie à la dualité de la beauté en art par opposition, par exemple, à celle de la nature. Une fleur que l'on trouvera belle, une carcasse que l'on trouvera hideuse. Avec l'art, il y a la beauté de représenter, mais également la beauté de la représentation. L'on peut jouer avec l'un ou l'autre, faire intervenir de la beauté dans la laideur, et décrire magnifiquement l'immondice de cette carcasse. Finalement, c'est une évolution de l'époque précédente, où l'art pouvait rectifier la nature pour la rendre parfaitement belle. Avec Hugo, l'art prend en charge la laideur. La beauté de l'art est finalement fidèle à son étymologie, le savoir-faire. Le beau de l'art, c'est de bien faire. Il y a d'un côté les règles académiciennes qui sont garantes du bien faire en termes de savoir-faire, et il y a le bien faire en termes de résultats. Avec Hugo, les règles commencent à être abrogées, les rimes, les couleurs préparées en peinture, etc. Au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui,
On expérimente, on invente, on transgresse. Si bien que l'on semble se détacher de cette notion de beau. Philippe Starck expliquait en 1994 que le beau ou le laid n'est pas dans ses considérations. Seulement l'effet produit par le choc du design différent lui importe. Nos contemporains ont fait évoluer l'art en le centrant encore plus sur sa qualité sensible. Maximiser l'impact sensible de l'art repose néanmoins toujours sur la qualité de réalisation, le c'est bien fait, et parfois sur le beau, l'esthétique, afin de donner envie à la personne à qui l'œuvre est présentée de l'apprécier. Néanmoins, lier complètement l'art et le beau comme si l'art est ce qui produisait le beau, pourrait être contraire à sa définition en termes d'inutilité, car il y a une recherche de faire toujours plus beau, comme si cela répondait à un besoin finalement. On peut d'ailleurs citer la concurrence beau sublime, que l'on a pu voir apparaître au XVIIIe siècle. Cela a-t-il bien du sens? Après avoir questionné le beau dans l'art, et ainsi essayé de donner un sens un peu moins abstrait à ce concept, profitons du recentrage de la définition d'art sur le savoir-faire, et par extension sur le procédé, pour aborder un autre préjugé autour de l'art. Ce préjugé tenterait à faire croire qu'une œuvre se valorise en fonction de sa difficulté de création. J'y vois un peu une analogie à d'autres domaines de mise en valeur, tels le sport. On est supposé s'entraîner dur sur la technique de son sport, mais aussi s'occuper de sa capacité respiratoire, mentale, ainsi que sa force musculaire, et se dépasser lors des compétitions, le tout avec comme premier prérequis le talent. On a alors mérité son insigne de champion. Ce serait pareil pour l'art, avec de nombreuses heures passées dans son atelier sur une seule et même toile, à peaufiner chaque détail. C'est ce qui ferait la validité de l'œuvre. J'ai personnellement entendu de nombreuses fois des personnes comparant des œuvres modernes, notamment plastiques, et des œuvres de la Renaissance, où des artistes auraient une vision, puis produiraient un travail acharné en totale dévotion à l'œuvre pendant des mois, quand d'autres se contenteraient de poser une veste sur un porte-manteau et d'appeler ça une œuvre. Sauf que, oui mais non. Pendant la Renaissance, vous n'aviez pas d'imprimante pour tirer des toiles vendues quelques euros pour mettre chez vous. Si vous vouliez transmettre visuellement quelque chose, comme une représentation de votre puissance familiale, ou encore votre supposée protection divine, vous passiez une commande d'un atelier d'artiste. Pour moi, la comparaison que je ferai avec notre époque est le tatouage. Nous n'avons pas encore de machine qui tatoue seule, et peu de gens se rendent chez leur tatoueur en leur laissant champ libre. C'est donc l'exécution de leurs idées que les clients venaient chercher dans les ateliers. Les pensionnaires de ces ateliers étaient des exécutants pourvus d'un savoir-faire qui s'apprend. On parlait du coup à l'époque d'artisans et non d'artistes. Les maîtres à la tête de ces ateliers étaient garants de la qualité de l'œuvre finale, ce qui signifie que si une œuvre comportait des parties techniques, c'était impérativement à eux de les réaliser, car ils en avaient le savoir-faire. Quant au reste, c'était bien souvent délégué aux assistants. L'œuvre était ensuite soumise et vérifiée par le comité d'artistes. Mais c'est bien la qualité de la réalisation et l'académisme de la composition qui étaient jugés. Les ateliers cherchaient constamment les meilleures techniques afin de parfaire la réalisation. Les chefs-d'œuvre avaient pour visée de démontrer les capacités des artistes. Par exemple, le radeau de la Méduse, peint en 1818 par Géricault, était en réaction à un fait d'actualité. Géricault y a vu une opportunité de par la médiatisation de l'affaire de l'époque et, grâce à la palette d'expression, de pose et de composition possible dans cette œuvre. Il comptait énormément dessus pour bâtir sa réputation. Mais gare à la déviance de l'académisme. De Michel-Ange et sa fresque jugée trop dénudée à Manet son balcon vert sorti du tube non préparé et donc semblable à de la peinture en bâtiment selon les dires de l'époque, toute exploration de procédés ou de composition était sévèrement critiquée et vous accordait aisément la ruine. Finalement, de l'art de la Renaissance qui débute en 1400 jusqu'au classicisme du XIXe siècle, l'implication même de l'artiste dans son travail était bien moins préoccupante que la conformité de l'art aux règles du bon goût de ces époques. La concentration sur le processus de fabrication d'une œuvre est d'ailleurs un mouvement bien plus moderne, porté par des artistes du XXe siècle comme Jackson Pollock ou Simon Tye. Ironiquement, ces œuvres semblent plus faciles à faire que les œuvres académiques. Finalement, la réflexion qui vient à placer la difficulté d'obtention de l'œuvre au centre de sa valeur est une considération moderne, alors même que la problématique qui inspire cette vidéo est celle de la validité d'œuvres obtenues entre guillemets directement par une intelligence artificielle. Ce qui serait pour certains détracteurs en opposition donc à la supposée continuité d'artistes qui auraient été centrés sur leurs efforts individuels de production, comme ça n'a pas été tout à fait le cas. Si l'on doit sortir quelque chose de ce voyage historique,
Ce serait la question: qu'est-ce qu'une œuvre? Est-ce le résultat du travail de l'artiste, ou bien une histoire qui a laissé une trace, comme le bout d'un chemin? Vous l'aurez compris, cette question n'a pas de consensus, voire est marque de l'affrontement de deux mondes, de deux philosophies que je vous avais détaillées plus tôt. L'art comme la recherche du beau, du sublime, ou l'art comme discipline de prise en charge. Bien que j'ai expliqué que l'une de ces visions apparaît plus tard que l'autre, on retrouve encore cet affrontement dans beaucoup de domaines artistiques de nos jours. C'est souvent vu comme un parti pris. En réalité, si l'on revient à la définition la plus épurée de l'art, à savoir l'appel aux émotions et aux sens, les deux visions sont défendables. Avec un résultat dont l'obtention est cachée, on a un impact fort, direct, que le fait de renvoyer au processus de création pourrait démystifier finalement. Dans d'autres cas, c'est l'inverse. Prenons par exemple le cas des pyramides égyptiennes. Bien que l'architecture fait débat quant à sa qualité d'art à part entière, dans le cas des pyramides, c'est moins ambigu, car elles ne semblent pas avoir de visée fonctionnelle. Mais je digresse, il s'agit là d'un tout autre débat. Ce qui fascine avec les pyramides, ce n'est pas tant leur forme puisqu'il s'agit d'un simple tétraède, mais c'est le mystère autour de leur création, ou comment des contemporains de l'Égypte antique ont-ils pu produire une forme si proche de la perfection, avec un matériau comme la pierre et avec des outils rudimentaires antiques. Le processus de fabrication et les outils jouent ici un rôle central. A l'inverse, dans certains cas, le processus de fabrication n'importe pas, le résultat obtenu est le principal. C'est par exemple le cas dans certaines œuvres photographiques, le cinéma ou encore les arts du spectacle, comme par exemple les représentations de magie. Mais pas toujours. Par exemple, je soupçonne que le processus de fabrication soit le point qui fait le succès du cinéma d'animation, obtenu par la technique de pâte à modeler, auprès d'un certain public. Et parfois, c'est même plus ambigu, comme dans le cas des œuvres de Christo. Il y a le résultat, parfois l'interrogation du mode d'obtention, mais en même temps, cette obtention est réalisée par des professionnels de l'installation urbaine, et non pas par l'artiste. En fonction donc de ce qui veut être montré, la place de l'outil dans l'art peut être complètement différente. Ils sont donc soit sélectionnés pour la manière de faire, soit pour l'efficacité et les possibilités qu'ils offrent. Présenté comme cela, on pourrait dire que pour que l'art reste symbole de richesse et diversité, il faudrait que le plus grand nombre d'outils possibles existent et à disposition des artistes. En somme, il faudrait que des outils très anciens, comme de vieux instruments de musique, des appareils photo argentiques ou des pigments traditionnellement utilisés pour la création des couleurs, restent disponibles, mais également laisser la place à de nouvelles technologies, comme les logiciels de retouche, autotune, etc. Nombre de ces technologies ont, ou sont toujours, perçues comme de la triche. Mais puisque l'art n'est pas utile, puisque l'art fait appel aux émotions et intellect, peut-on vraiment tricher en art? Et si oui, où est alors la limite? Lorsqu'un artiste de bande dessinée ou d'animation ne redessine qu'une partie de sa scène pour créer deux images temporellement rapprochées, est-ce de la triche? Quand un artiste utilise des éléments préexistants pour créer une œuvre, comme par exemple un remix, ou utilise une texture préexistante, ou même dans le cas des œuvres de collage, est-ce de la triche? Si l'intelligence artificielle, qui est un outil, j'y reviendrai plus tard, mais l'IA n'a pas seule de démarche artistique, elle crée à la demande humaine, produit 80, 90% ou plus de l'œuvre, alors que dans le cas du remix, on utilisera 30, 40, 50, 60, 70% en fonction d'éléments préexistants. Dans un collage donné, on en trouvera 60% par exemple. Où est la limite? À quel pourcentage d'implication dans la création et la réalisation passons-nous d'une œuvre légitime à une œuvre obtenue par tricherie et donc illégitime? Et, ce sera ma dernière question sur ce point qui en mériterait pourtant tant d'autres, cela ne concerne-t-il que cette forme d'apport extérieur, outil et élément préexistant? Ou bien nos artistes florentins,
dont la partie créative était souvent dictée par les clients et la partie technique souvent réalisée par les artisans, sont-ils aussi des tricheurs? Puisque nous parlions d'autotune, il est de ces outils polémiques encore aujourd'hui, et sûrement l'un des plus vivement critiqués avant l'introduction de l'IA dans l'art. Le problème soulevé par autotune, c'est qu'un chanteur ou rappeur avec une moins bonne technique ou capacité vocale peut également produire une musique au minimum décente à l'oreille. Donc autotune nous bouscule dans nos certitudes qu'il faille être doté d'un talent spécifique pour toucher à cet art. Mais l'art doit-il être exclusif? Est-ce que moi, qui n'ai pas d'aptitude au chant ou au rap, ne puis-je pas proposer une œuvre chantée ou rappée appréciable néanmoins? Imaginons, faites preuve de beaucoup d'imagination, que j'ai un talent d'écriture et de composition remarquable, mais pas d'interprétation. Néanmoins, le sens est personnel, et le faire interpréter par quelqu'un d'autre qui a ce talent ne rend pas le résultat escompté. Le fait que je produise quelque chose qui marchera auprès d'un certain public enlève-t-il la performance d'une personne qui interprète de façon remarquable l'Ave Maria? Ou bien n'y aurait-il pas de la place pour tout le monde, finalement? Dans un cas, le travail d'écriture et de composition est mis en avant. Dans l'autre, c'est la voix qui nous transporte. Imaginez tout en même temps. Pourriez-vous à la fois apprécier chaque détail de la mélodie, la subtilité du texte, les effets de voix? En réalité, l'humain est fatigable. Fatigable physiquement, bien sûr, mais également fatigable mentalement et émotionnellement. Et même si l'on ne s'en rend pas forcément compte, l'art, qui stimule nos émotions, intellect, nous fatigue également. Tout comme vous seriez fatigué plus vite en sprintant qu'en trottinant, plus une œuvre sera intense, stimulante, plus elle vous fatiguera vite. Or, pouvons-nous être d'accord qu'il est tout aussi sympathique de parfois courir le plus vite possible que de faire un long tour à une allure bien plus modérée? Parfois même, l'on préfère rester sur son transat, à ne pas bouger du tout. Eh bien, c'est la même chose avec l'intellect et les émotions. Même le plus avide amateur d'art aura parfois besoin de descendre de plusieurs niveaux, que ce soit d'écouter une chanson sans réel fond lyristique et sans mélodie incroyable, ou bien regarder une œuvre vidéoludique ni spécialement intéressante, ni sans fond particulier, sans intrigue haletante, avec un jeu d'acteurs moyen et des personnages pas plus attachants que cela, ou encore d'enfiler un t-shirt blanc et un jogging le plus basique possible, sans travail de styling, rien, et juste profiter du calme émotionnel qui s'offre à lui. Si je me mouille un peu en défendant la diversité de l'art, c'est car je crois que factuellement, la construction cognitive de l'art fait de la place à un art moins impactant, plus mainstream. Tous ces questionnements autour de l'art peuvent donner envie de se raccrocher à des certitudes, avant que l'on ne devienne fou à ne plus savoir ce que c'est que finalement de l'art. Une certitude déjà évoquée, et qui doit à mon sens perdurer, est que l'art est avant tout de la communication. La communication, puisqu'il en est question, désigne les moyens qui permettent de passer des informations d'une entité à une autre. En y réfléchissant, on peut se dire qu'en fonction de la nature de l'information à faire passer, la forme de fourniture devrait varier. Si l'on doit prévenir d'autres humains à l'autre bout de la Terre de l'imminence d'un tsunami, l'information doit passer le plus rapidement possible, par des moyens techniques pour faire passer le contenant du message, mais par la forme du message elle-même. Par exemple, des phrases le plus courtes possible, qui activent directement une réaction cognitive. A contrario, si l'on veut annoncer son mariage à des proches, on évitera la phrase rapide et concise. On aura tendance à s'épandre dans un discours, à multiplier les adjectifs, pour essayer de transmettre la spécificité émotionnelle de cette information. Mais qu'en est-il lorsque l'émotion ou la réflexion n'est pas associée à l'information, mais est l'information à transmettre elle-même? Il faut à ce moment-là beaucoup de délicatesse.
Lorsque l'on annonce son mariage, pour y revenir, on transmet avant tout l'information du mariage. La charge émotionnelle est presque ici justificative du besoin de se marier. Tant que l'audience comprend que l'on va se marier, que l'on est sérieusement engagé dans ce processus et que l'on attend d'elle qu'elle agisse en conséquence, la communication peut être considérée comme réussie. Que votre future belle-sœur pense que vous mariez par intérêt importe moins qu'elle ne comprenne qu'elle doit agir comme parent au mariage. Maintenant, si vous avez une émotion très spécifique que vous voulez lui transmettre, il faut pouvoir toucher ses sensations, sa mémoire, en se basant sur ce qui nous est commun en tant que société. Ce n'est pas chose facile. Attirer son attention, provoquer la réaction. C'est en cela que l'art a sa place. Quoi d'autre pour répondre à cette attente? Ça revient ainsi à la définition que je donnais il y a quelques minutes. En définitive, c'est peut-être bien cette difficulté-là qui confère à l'art son statut prestigieux et reconnu, plus que toute autre de ses composantes. Je parlais à l'instant du côté positif de la diversification de l'art, notamment en termes de qualité. Mais tout cela est très théorique. Dans cette partie finale, je vais tenter de tout mettre en perspective, pour amener à ce que je perçois comme les problématiques valides liées à l'incorporation d'outils d'intelligence artificielle dans l'art. Je me dois donc de commencer par amener des contraintes de société réalistes et observables, qui mettent un peu à mal ce côté bénéfique que je mentionnais tout juste. Un débat central depuis un temps, que je choisis de ne pas aborder car bien trop complexe pour être placé ici, est celui de l'art comme étant en valeur commerciale, ou non. En réalité, beaucoup des questions que j'ai pu soulever dans la partie précédente interviennent ici. Car s'il y a débat passionné dans le cas d'œuvres reconnues internationalement, dans le cas des œuvres mainstream, par exemple, ce débat est tout de suite beaucoup moins animé. En ce qui me concerne, j'entends assez peu autour de moi que l'accès à Emily in Paris devrait être gratuit et accessible à tous, car il constituerait une œuvre, patrimoine de l'humanité. Le problème, c'est qu'un artiste reste avant tout un humain, donc un animal avec des besoins primaires, comme manger ou rester au chaud l'hiver. Même s'il souscrit à l'idée de l'artiste dévot, qui refuse la poursuite de la richesse, il devra toujours néanmoins obtenir un minimum d'argent. Et souvent, il cherchera cet apport au travers de ses capacités artistiques. Auparavant, la source financière primaire était les mécènes. Mais qui dit ouverture de l'art, dit aussi diversification des possibilités de financement des artistes. Le seul souci, c'est que dans ce monde capitaliste, beaucoup des possibilités ne servent pas un but de soutien de l'artiste et de sa production, mais un but pécunier. Rentabiliser l'investissement par 100, 1000, 10 000 ou 1 million. Le monde se polarise dans l'art comme dans beaucoup de domaines, autour de deux extrêmes. L'art super fast, super mainstream, et l'art élitiste. Avec évidemment de plus en plus d'artistes poussés dans le mainstream et de moins en moins autorisés à accéder à cette catégorie de haute volée. Cela se matérialise par des obligations sur l'écriture de scénarios, pour tenir précisément X épisodes, en prenant X acteurs, quart de la maison, en ayant un couple homosexuel dans l'histoire pour l'inclusivité, mais pas centrale, car ce n'est pas la cible principale, en suivant le fameux schéma situation 1, éléments perturbateurs, résolution, etc. En mettant telle dose d'humour, telle dose de larmes, et en utilisant telle bande-son, car c'est celle-ci dont on a les droits. À la création de 6000 pièces de design par jour, en remixant obligatoirement un tissu ou un patron de pièces de collection précédentes, avec des matériaux ne dépassant pas un tel prix, et peu de couture, et en reprenant telle tendance TikTok. Ou même des sonorités plus pop et moins country, et des thèmes plus tournés autour de l'amour que des engagements politisés. Ce phénomène observé ne sert pas forcément l'humanité, qui parfois se rebelle. Par exemple, la vague de désabonnement de la plateforme Netflix semble en être un exemple. Mais, à l'heure actuelle, la standardisation semble encore prévaloir dans de nombreux domaines. Et avec elle, la horde de problèmes qu'elle amène, notamment pour les artistes, qui sont souvent à enchaîner ce qu'on attend d'eux.
et qui voient leur part de liberté créative diminuer toujours plus, tout en leur demandant de produire toujours plus, amenant certains jusqu'au dégoût de leur travail, voire d'eux-mêmes. Et lorsqu'il s'agit de recombiner et d'avoir du neuf mais conforme aux attentes bien standardisées, l'IA est la championne absolue. Vous aimez Harry Potter? Elle peut vous écrire autant de suites que vous le voulez, avec le style de l'auteur et en vous donnant juste ce que vous attendez. Elle a bien moins de risques d'être critiquée à la sortie du nouveau Star Wars. Surtout qu'elle peut prendre la tendance des réseaux sociaux à ce sujet et les réutiliser, mais tout en puisant dans du neuf. C'est juste ce que vous attendiez. Et même si vous êtes un artiste indépendant, libre, tiens par exemple vous êtes un metteur en scène, vous créez votre pièce, mais lorsqu'il s'agit des décors de fond, vous aimeriez quelque chose de neuf et de joli, qui plaira au plus grand nombre. Pas quelque chose d'exceptionnel, on doit se centrer sur le jeu. Rappelez-vous, l'emphase ne peut pas être mise partout. Eh bien l'IA peut vous aider à créer ces designs, qui auraient été bien moins intéressants à créer pour un artiste, qu'une vraie œuvre impactante. Attention, il ne s'agit pas ici de dire que l'IA a sa place à tel endroit et c'est ainsi. Il s'agit d'une piste de réflexion. Comme je le disais, le monde est complexe et avec plein de variables, et les opportunités de rémunération des artistes sont souvent sur ce genre de projet. Si l'on les en privait sans réfléchir à des palliatifs par exemple, ce pourrait être un désastre humain. Sans prendre aucun parti, on peut quand même se poser la question du bien-être de ces artistes, qui aujourd'hui produisent du mainstream, et d'une bonne incorporation de l'IA dans ces métiers, qui pourrait améliorer ses conditions de travail. J'ai à l'instant cité beaucoup d'œuvres, telles Emily in Paris, Harry Potter, etc., dont on pourrait en réalité remettre en question la qualification d'œuvre d'art. En effet, en abordant la stimulation et le repos émotionnel, je touche le concept de divertissement. Le divertissement, c'est l'action de se distraire, soit de penser à autre chose que ce qui nous occupe habituellement, et de s'amuser, à savoir occuper son temps agréablement. Or, si j'en crois ma plus fidèle source, à savoir The Sims, le divertissement est un besoin. Trêve de plaisanterie, outre l'envie, ou le besoin du coup, de se divertir, pourquoi fait-on de l'art? Tant qu'à citer des sources bien attendues, citons l'OMS, soit l'Organisation mondiale de la santé. La théorie de l'esprit nous enseigne que les neurones miroirs qui sont indispensables à notre développement cognitif sont surstimulés face aux œuvres. Il essaye de deviner l'intention de l'artiste, de se mettre à sa place. Cela peut aller plus loin en ayant de nombreux bénéfices biologiques, type la production de cortisol. Bien que je doute que la majorité des artistes créent en pensant aux hormones de leur public, il y a des chances qu'instinctivement, la rencontre avec des œuvres et son action sur notre biologie nous guident à continuer. J'en veux pour preuve qu'Aristote parlait déjà en 300 avant Jésus-Christ d'une purge des passions, alors qu'on était loin, à l'époque, de pouvoir mesurer les taux de cortisol. En réalité, se poser la question pourquoi fait-on de l'art à la base met à mal la place de l'IA comme artiste à part entière. Je donne un exemple. On peut citer de nombreuses études qui montrent que l'art abstrait est plus attractif pour une majorité de personnes, comme celle de Célia Durkheim. Parmi les pistes qui permettent d'expliquer, Vérez-Avid pense à la libération des frontières du réel. Quant au neurologue Pierre Lemarquis, il citera les neurones miroirs, encore eux. Dans tous les cas, il semble que ce qui nous soit fascinant est cette chose face à nous qui n'est pas explicite, mais qui sort de l'imaginaire d'un autre humain, qui avait donc une idée et que l'on aimerait comprendre. Une œuvre abstraite de machine efface cet intérêt. On a quelque chose qui peut alors nous apparaître comme un hasard, pseudo-créatif et sans intérêt. En somme, pour qu'il y ait œuvre, il faut y avoir volonté de communiquer. L'intelligence artificielle de 2023 n'a pas de volonté. Elle peut au mieux la feindre en recopiant l'expression de la volonté. Donc,
Dans le processus qui amène à une œuvre, l'intelligence artificielle n'a que la place de l'outil. De tout temps, l'humain a cherché à concevoir des outils qui simplifient l'atteinte de ses objectifs et qui lui ouvrent de nouvelles possibilités. Si l'art est a priori dénué de besoins, cela ne veut pas dire que la dévotion de l'artiste va jusqu'à la création de l'œuvre à partir de zéro. De toute façon, cette idée ne peut être que théorique. Qu'est-ce que le niveau zéro? Faire soi-même sa toile, la tisser, créer le fil. Jusqu'où devons-nous descendre pour arriver à l'origine et juger que l'artiste est le réalisateur de l'œuvre? Tout comme les maîtres dont nous parlions bien plus tôt déléguaient les tâches à leur atelier, l'automatisation n'est pas nouvelle et a souvent été bien accueillie chez les artistes jusqu'ici. Déjà du temps de Gutenberg, l'imprimerie était une forme d'automatisation qui a bouleversé l'accès à la littérature et a forcé à repenser le rapport au livre, tout comme l'intelligence artificielle bouscule le rapport à la création. Dans le cinéma d'animation, ou le dessin digital notamment, certaines tâches étaient déjà facilement automatisées, comme la duplication de visuels, le calcul des ombres, les textures, etc. Néanmoins, il faut concéder que l'intelligence artificielle pousse l'automatisation bien plus loin que les outils précédents. Il devient alors légitime de se poser la question du cas de figure où l'œuvre entière est automatisée. Mais dans ce cas-ci, est-ce bien une œuvre avant toute chose? La machine produit seule une création. Prenons une image par exemple. En réalité, l'image produite répond généralement à un besoin d'illustration. Elle ne cherche pas à faire passer une émotion ou une idée, mais à en concrétiser une. C'est donc une aide à la compréhension, comme un simple schéma de biologie. Il peut être extrêmement esthétique, mais il a quand même été généré suivant une demande, dans un besoin d'illustration. Ce peut être mis à profit dans une œuvre, par exemple une bande dessinée, où l'emphase est portée sur la trame. Mais il ne se suffit pas, selon les réflexions qui s'imposent à moi, comme œuvre à part entière. Revenons-en à ce principe de communication, que j'ai longuement développé jusqu'ici. À aucun moment, aucune des définitions que je n'ai pu trouver appuie que la communication est une relation entre deux humains, voire animaux. Ces définitions impliquent souvent l'idée de l'homme vers une entité non animale, ou de deux entités entre elles, comme par exemple un satellite et un téléphone. Assez rarement, on imagine qu'une de ces entités puisse transmettre à l'homme des informations qu'il n'avait pas anticipées. Et pourtant, on l'a vu dans cette vidéo, le terme d'intelligence artificielle désigne plus aujourd'hui un ensemble de techniques qui permettent d'accomplir des tâches de plus haut niveau, proches de ce que sait faire un humain, qu'une entité sensible, autonome en pensée et en émotion. Que pourrait-elle donc avoir à nous apporter en termes de réflexion profonde ou de transmission d'émotions? Si l'on réfléchit tel que l'on l'a fait au long de cette vidéo, à savoir un artiste vers un public, on peut se dire pas grand-chose. Mais si l'on replonge dans l'aspect technique de l'IA, on pourrait voir, comme c'est mon cas, les choses autrement. Souvenez-vous, les réseaux de neurones, qui forment ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, sont en somme un gros modèle statistique, qui s'auto-ajuste. Donc, outre le modèle et sa configuration, pour qu'il soit efficace, les données sur lesquelles il va se baser pour se configurer sont vitales. Plus on en a, plus le modèle va s'ajuster finement. Et plus elles sont diverses, plus l'IA le sera. En ce sens, l'intelligence artificielle, c'est un peu la voix unique de l'humanité. Elle représente les schémas de pensée du groupe qui a composé ces données d'entrée. Communiquer avec elle, c'est comme communiquer avec l'humanité entière, dans ce qu'elle a de commun, mais aussi dans toutes ses unicités. Et si on voit les choses sous cet angle, on peut imaginer toutes les choses formidables que l'on pourrait sortir d'un tel outil. Parler de l'humanité jusqu'à présent relevait de l'interprétation. L'intelligence artificielle, elle, peut nous la donner à voir, telle qu'elle est, la personnifier. De là, des œuvres créées par l'humanité personnifiée peuvent être intéressantes et dépasser le niveau de réflexion qu'un seul artiste peut avoir sur l'humanité. Elles nous donnent à voir qui l'on est en tant que groupe et nous faire nous remettre en question ou l'apprécier. Finalement, c'est un outil novateur qui,
comme lorsque l'on a découvert de nouveaux pigments, permettent d'étendre les possibilités en art. Mais comme tout outil, en fonction de comment l'on va l'utiliser, il peut dénaturer la création, ou ne rien lui apporter, ou explorer de toutes nouvelles frontières. Rappelons enfin que l'IA n'est pas indépendante pour le moment. Elle répond à l'activation humaine, donc charge à nous de la lancer dans la bonne direction pour obtenir ses œuvres. C'est peut-être là la preuve qu'il faut encore des gens pour se questionner en profondeur, et que l'intelligence artificielle est donc loin d'avoir tué les artistes. Je vais conclure cette vidéo avec une seule phrase, qui révèle mon opinion. Qu'en est-il au final des IA qui gagnent des concours d'art, ou vendraient plus de livres que les auteurs humains? Nous l'avons vu, l'IA réplique un comportement humain. Elle n'adopte pas un comportement humain en soi. Selon moi, si cette recomposition de préexistants dénués d'innovation gagne face à des humains qui, eux, en sont capables, plutôt que de regarder du côté de l'outil, peut-être pourrions-nous regarder du côté des humains. Quel est le niveau de ce que nous autres proposons? Nous dépassons-nous encore pour repousser les limites? Et si c'est le cas, quid du public ou des jurés? Sont-ils prêts à adhérer à la nouvelle garde? À dépasser leurs préjugés? À sortir de leur zone de confiance? Ou bien préfèrent-ils rester dans ce qui leur est connu? Je vous ai fait part en début de vidéo de mon amour pour l'art, dans l'histoire de l'art notamment en peinture. Nombreux sont les artistes parmi les plus cotés à n'avoir pas été appréciés à leur époque, de par le fait qu'ils exploraient de nouveaux horizons et de nouveaux concepts. Je vous renvoie à l'histoire de mon peintre favori Gustave Courbet ou à l'histoire des artistes de Montmartre de la Belle Époque. Et ce ne sont que quelques exemples. Sans donner mon avis sur la place de l'IA dans l'art, la question que je me pose est-ce que finalement le problème c'est la technologie, ou bien nous force-t-elle enfin à nous regarder en face et contempler ce problème qui a toujours pesé sur l'art, la difficulté de nous dépasser en tant que percepteurs? C'est donc conclu. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous joindre à moi et à remercier toutes les personnes qui mettent à disposition du contenu libre de droit, comme les images, PowerPoint, mon allié de toujours, et surtout cette branche qui a cassé sous mon poids et qui m'aura entraîné jusqu'à cette opération de reconstruction, qui fait que j'ai été tellement étouffée par l'ennui que j'en ai sorti cette vidéo pour ne pas sombrer dans la folie.